Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée en notre compagnie. Donc je suis heureuse de vous accompagner toute l'émission, durant toute l'émission ce matin, avec donc nos invités et surtout les rubriques, à commencer par la rubrique donc des savants et chercheurs avec Ahmed Grigarsen qui est parmi nous déjà. Bonjour Ahmed. Bonjour Amel, bonjour à tous les Comment téléspectateurs. vas-tu? On va parler d'un grand monsieur aujourd'hui qui nous a quittés bien avec tôt. beaucoup de regrets, avec beaucoup de tristesse. Mahmoud Haroua. Donc c'est donc de lui que nous allons parler ce matin dans la rubrique savants et chercheurs. Nous parlerons de son parcours surtout et surtout de l'auteur qu'il était, de l'homme qu'il était, du médecin qu'il était. Donc nous évoquerons son parcours avec toi, donc Ahmed, dans un tout petit moment. Nous aurons également à parler donc de tourisme. Nous avancerons un petit peu la date donc du guide touristique. C'est la journée du guide touristique le 21. Nous aurons à en parler avec Selim Sabour qui sera parmi nous ce matin pour revenir sur le métier donc de guide, et nous reviendrons aussi sur la disparition aussi d'un guide qui était féru aussi donc de mosaïques, d'archéologie, de tourisme ici en Algérie à travers donc tout son parcours. Abdelkader donc Ben Salah qui nous a quittés lui aussi. Nous y reviendrons à travers donc son parcours. Nous aurons également à parler donc de danse, de comédie musicale, donc de musique également avec Bourahla, Shakir Bourahla qui sera parmi nous tout à l'heure. Il reviendra sur cette belle comédie musicale qu'ils ont donnée au niveau donc de l'Opéra d'Alger, du TNA pardon, c'est Khatem Zair, une belle comédie musicale qu'on aura à débattre tout à l'heure avec lui. Et puis on reviendra aussi sur avec Amina Ziri sur les préparatifs de Ramadan, l'art culinaire, le savoir-faire, et on aura le plaisir de parler à des ambassadrices de l'art culinaire algérien. Elles seront là pour nous parler d'une belle rencontre qui parlera de la cuisine patriotique à l'occasion du 18 février, Yom Shahid. Nous aurons à en parler avec elles tout à l'heure. Tout ceci sera ponctué de reportages durant cette émission. Voilà, on commence tout de suite avec une chanson, Tinariwen. On se retrouve juste après.
Voilà, j'espère qu'on vous a bien réveillé avec ces rythmes et surtout cette belle chanson de Tina Riwen. On l'accueille comme chaque samedi matin. C'est Ahmed Grigarsen dans sa rubrique, bien sûr, savant et chercheur algérien. Tout de suite. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va, là. On va parler donc d'Ahmed Haroua et Mahmoud Haroua aujourd'hui. Le père, le fils, tous ont un parcours, tous les deux ont un parcours exceptionnel. Particulier. Chacun à sa façon. Donc, docteur Mahmoud, Allah yarhamou. J'ai pas eu l'honneur ni l'occasion de rencontrer professeur Ahmed Haroua. Bon, c'était à l'époque. Mais Mahmoud, je l'ai un peu côtoyé, je l'ai un peu connu, disons. Et croisé plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça qu'on a été choqués par sa brutale disparition. Donc, en premier, donc, on présente toutes nos condoléances à sa famille, tous ceux qui l'ont connu. Et on a vu sur les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé. Toute la toile s'est affolée, s'est exprimée, a donné aussi toute l'importance de ce travail qu'il a pu laisser. Exactement. Voilà. Donc, bon, c'était un médecin, donc il a travaillé une partie de sa carrière dans le public, puis il s'est installé donc, au cabinet de son père à Bluesdead, donc, et puis donc, il a été plus connu par ses travaux donc, dans deux domaines qui sont la médecine, l'histoire de la médecine bien sûr, et la littérature. C'est comme ça qu'il s'est distingué. Donc c'est un homme, il faut dire qu'il est très réservé, donc il n'est pas très discret donc, comme la famille en général. Exactement, donc très bien élevé, j'allais dire, si on peut se permettre. Donc il avait aussi cette capacité d'écoute. C'est vraiment cette capacité quand certains médecins, donc ils sont là, ils écoutent le patient. Cette sagesse surtout. Exactement. Et justement, moi, quand j'ai su, donc je me suis dit, le dernier des sages est parti, parce qu'il fait partie de cette lignée. Donc, il y a bien sûr son père, il y a les amis de son père, avec lesquels il a gardé beaucoup d'amitié, notamment le professeur Saïd Chiban, où il était très proche de lui. Et donc, on s'attendait à ce que donc il y ait plus de projets, plus de travaux. Il puisse continuer, parce qu'il en avait plein dans la tête, justement. Exactement. Il était féru de littérature, mais pas que. D'après aussi le témoignage de sa sœur, Najet, qui dit qu'il très jeune, il a commencé à prendre la plume, il voulait écrire, il était ouvert sur toute la culture, les cultures, la peinture, donc, et le cinéma aussi. Donc ça, je ne savais pas. Ça, tu viens de m'apprendre. Donc, et là, on comprend un peu. Donc, il y avait tellement de choses dans sa tête, il y a tellement d'idées qui foisonnaient, donc qu'il n'avait pas le temps de tout exprimer. Donc, il s'exprimait par la plume. Et à la fin de la journée, j'imagine, donc je pense qu'il restait même peut-être dans son cabinet pour s'isoler et mettre noir sur blanc les idées qu'il avait, essayer d'exorciser tout ça. Donc, et nous, ce qu'on voyait, ce qui sortait de lui, c'est l'homme très poli, très réservé, très attentionné. Donc, il est là à l'écoute. Donc, il écoute tout le monde. Donc, je l'ai jamais. Donc, là, on voit sa photo avec Amé Zaher. Donc, et là, on comprend un peu le personnage. Donc, il était dans tous les silas. Oui. Et pendant tout le SILA, donc il était là dans Zahir Ihdaden, donc on n'a pas à le présenter bien sûr, mais ça veut dire que c'est un gars qui connaissait tout le monde parce que Zahir, donc il était l'ami du père. Mais il a gardé ce contact avec les amis de son père et ça fait partie de. Là, c'est avec Ahmed Djebbar, c'est au moment où il a reçu le prix sur l'un de ses premiers travaux sur l'histoire de la médecine en 2015. Donc Ahmed Djebbar, j'espère qu'il va bien, on lui envoie toutes nos salutations. Donc là, il est avec Amé Sid Ahmed. Tu le reconnais, non? Oui. Donc, et on voit donc tout le temps, il est toujours au salon du livre avec les amis de son père, ses amis à lui. Donc, et il écoute, il est là à l'écoute. On va voir.
Là, c'est avec notre ami Mehmed Mensali. Avec pratiquement le dernier livre. Le dernier qu'il a édité. Il y en a un toujours manuscrit, on n'a pas encore édité. Okay. Celui-ci, c'est donc Ibn Hamadouche. Ibn Hamadouche. Abdelrazak Ibn Hamadouche al-Jazairi, c'est un médecin. C'est un médecin atypique de l'époque ottomane. Là, je voulais juste faire noter une chose. Donc, on le voit dans toutes ses photos, dans les réseaux sociaux, ou quand il est en train de, dans toutes les séances dédicaces. Quand la personne lui demande de prendre une photo, il se lève, il se met debout. Donc, ça, je ne sais pas, ça m'a, quand je voyais je faisais défiler les photos, donc, et j'ai noté, donc, à chaque fois, il est seul. Là, par contre, on est tous les deux assis. Ah, il y a quand même une belle photo. Ah là, ça, c'était la première rencontre. D'accord. C'était en 2023, ou peut-être avant même. Non, avant, je pense. 2017, c'était 2017-2018. Ouais. Donc on a passé une dizaine, un quart d'heure, une dizaine de minutes, un quart d'heure à parler. Et je me souviens du sujet, c'était l'association d'histoire de médecine. L'association algérienne. Il en est le président, il en était le président. Exactement. Il a beaucoup fait pour cette association. Il voulait la relancer, donc on parlait de ça, donc le relancement, l'activation, l'élargissement, l'intérêt à l'histoire des sciences, l'intérêt de l'histoire des sciences, l'importance de l'histoire des sciences. Il a fait connaître justement l'histoire des sciences. Et à travers ses travaux, donc il a fait un travail notamment sur Ibn Rushd, il a traduit un poème didactique d'Ibn Sina, il a travaillé sur l'anesthésie dans la médecine arabe. Alors, il faisait partie de l'équipe donc du professeur Dif à l'hôpital Mustapha, service L'Étoile. Sa sœur m'avait dit justement qu'il faisait partie de ses premiers médecins avec le chirurgien qui a fait des greffes aussi et de la chirurgie cardiaque surtout. Hein. Donc c'était vraiment très important. Exactement. Donc il a fait aussi un travail. Le cœur dans la médecine arabe. Donc, exactement. Donc, il s'est intéressé à des thèmes particuliers et là, ça permet aussi de sortir un peu du discours élogieux de l'ancienne médecine, etc. Donc, on va voir dans le détail qu'est-ce qui a été fait, quels ont été les apports, quelles ont été les innovations, et aller dans l'analyse. Ça, c'est très important. Donc, il a amorcé ce travail. Et c'est très bien. Dommage qu'il a même donc l'un des soucis de la médecine moderne, c'est le traitement de la douleur aussi. C'est vrai. Donc, à travers une approche scientifique, donc avec une comparaison de ce qui se faisait, et on peut aussi apprendre à travers les plantes qui sont citées, les plantes médicinales, etc., et tous les médicaments qui ont été utilisés, parce que toute l'ancienne médecine, bien sûr, on parle de médecine, ils avaient le principe principal, c'était quand on peut traiter avec un seul médicament, on le fait. Quand on peut traiter avec la diète, on le fait. Quand on peut traiter avec un seul médicament, on le fait. Avec deux, on le fait. Mais à chaque fois, il y a une certaine classification. Donc, on évite tout ce qui est complexe. Donc, on va au plus simple. Complexe chimique. Exactement. Complexe. Donc, il parle de l'adwiya al-basita ou l'adwiya al-murakkaba. Donc, les médicaments simples, ils sont préférés aux médicaments complexes. Donc, c'est pour ça. On a la couverture de son livre, Le cœur dans la médecine arabe. Très beau livre. Exactement. Et il y a aussi la deuxième... oui, le roman. Parce qu'il était aussi passionné donc, de littérature fantastique. Exactement. Ça, c'est aussi quelque chose de très particulier parce qu'en général, nos auteurs ne vont pas à la science-fiction, ne vont pas au fantastique. Donc, on a une certaine catégorie. Surtout, on fait le roman historique, on fait plus ça que le fantastique, que la science-fiction. Il a commencé avec 2 recueils de poésie. Il a commencé la poésie et l'écriture à 15 ans, me dit-on. J'imagine. Il a fait Origami et les Fenêtres sur rêve. Donc il a commencé avec ça, puis il est passé à l'ensemble d'un recueil de nouvelles, comme un boomerang. Et puis, par la suite, il s'est lancé. Donc, il parle aussi dans l'une des émissions sur Canal sur son livre Ange à McDonald's. Donc, il parle que c'était une rencontre. Un ange chez McDonald's. Un ange chez McDonald's. Donc, il a fait une rencontre. Il était à Berlin.
Oui. Donc il rentrait à McDonald's où il passait, donc il voit, donc c'est la période des fêtes, et il voit une fille déguisée en ange. Il le dit, je me dis comme ça, mais ça ferait un beau titre pour un roman. Ouais. Et c'est resté ça a traversé son esprit. Exactement, des années après, il en a fait un roman. Il en a fait un roman, exactement. Voilà, on va voir un extrait d'ailleurs. Hein, très bien. Tu cites justement cet extrait. Donc on va voir tout de suite Mahmoud Arwa dans l'émission Expression Livre à notre ami Youssef Sayah. Qui est en français Cologne. Bonn, qui était l'ancienne capitale fédérale quand il y avait deux Allemagnes, que ce n'était pas Berlin qui était la capitale de l'Allemagne réunifiée. Pourquoi l'Allemagne? En fait, c'est une histoire universelle, elle peut se passer n'importe où. Mais pourquoi en Allemagne, c'est l'idée du roman m'est venue quand j'étais en voyage en Allemagne. Il y a quelques années, avant d'écrire ce livre, j'étais de passage, j'allais de Bonn à Cologne par le train. Donc quand je suis sorti de la gare, je suis passé devant le fast-food et j'ai vu une jeune fille qui était habillée en ange. Tout était en blanc, ses cheveux, les yeux et les ailes, tout le tralala. Et qui est rentrée dans le fast-food. Dans un fast-food, c'est chez McDonald's. Oui, alors le titre. J'ai eu tout de suite le titre. J'ai dit, un ange chez McDonald's pourrait bien être un beau titre de roman. Ouais. Mais je n'avais aucune idée du livre, de ce que j'allais écrire. Alors, c'est-à-dire, il faut expliquer pourquoi elle était habillée en ange. C'est-à-dire, vous savez que dans les grandes places publiques touristiques, il y a beaucoup de saltimbanques, de comédiens, d'artistes qui se déguisent, qui prennent la poche d'une statue de marbre et les gens viennent se photographier avec eux et tout ça. C'est pour gagner un peu d'argent. Et ils ne bougent pas pendant des heures. Pendant quelques minutes et le temps. Alors, et là, ça se passe vous savez que dans la ville de Cologne, il y a une grande cathédrale. Qui est bien connue. C'est la fameuse cathédrale de Cologne. Oui, c'est la grande cathédrale il y avait avec une grande place touristique où il y a beaucoup de gens qui passent. Et dès qu'on sort de la gare Voilà, c'était donc cet ouvrage dont il parlait, cet ange bien sûr, chez McDonald's. C'est un extrait, Allah yarhamou. Voilà. On a pu le voir s'exprimer avec Youssef Sayah. Très bien, il s'exprime très simplement, il raconte un peu le déclic, l'origine de l'idée, le moment où il a eu la... Mais il dit, donc c'est par la suite qu'il a pris le titre, donc il a eu le titre, puis il a développé le roman. Et on voit quelque part, des fois il y a des parallèles. Donc, il y a un parallèle entre le roman et ce qu'il fait dans l'histoire. Donc j'imagine quand il a commencé à travailler sur le traitement de la douleur dans la médecine arabe, etc. Donc il a peut-être, je me pose la question, s'il a en parallèle rédigé Sentiments sous anesthésie. Donc il a deux façons, donc il emmagasine, donc il absorbe un peu ses lectures, puis il a deux façons de s'exprimer à travers l'histoire des sciences et à travers aussi le roman, donc donc c'est une perte. C'est une perte. Alors il avait été aussi honoré plusieurs fois. En 2016, il a eu le prix donc de l'Académie des Arts et des Lettres de Marseille, encore une fois pour son travail sur l'histoire de la médecine. Exactement. C'est comme son père aussi qui avait fait d'énormes donc de rencontres, de conférences à l'étranger aussi. Il a parlé donc ils ont organisé de l'islam et des sciences. Exactement. Aussi. Ils avaient organisé un très grand congrès international, une conférence internationale sur Ibn Rushd à l'époque, donc avec Ahmed Arwa, Saïd Chiban et tout le groupe. Donc ils avaient fait beaucoup. De toute façon, j'essaie de collectionner les travaux du professeur Ahmed Arwa. À chaque fois, je découvre un nouveau titre. Donc, il a écrit sur plein de... Et surtout, en ce qui concerne la relation entre l'islamologie, l'islam et la médecine. Et la médecine, donc, la science en termes, général. Voilà. C'est pas un travail d'histoire de la médecine, mais un travail de valeur, un travail d'éthique, un travail... Donc, il a travaillé sur l'hygiène, il a travaillé sur... Le livre d'Ibn Rushd, le médecin. Oui. C'est un essai. Il a eu exactement, c'est le fameux prix qu'il a eu en 2015
Oui. Donc, voilà, d'où la photo qu'il y a avec professeur Djebbar. Exactement. Et ils avaient comme enseignement au niveau, à la maison, hein, le papa Ahmed Harwa, Allah yarhamou, lui aussi, il leur avait donc donné comme devise la foi, la science et l'action. C'était important, hein, c'était donc ces enseignements, c'était la référence en fait. Hein. C'était lui. De la vie. C'était une référence dans la vie. Je me rappelle des conférences qui passaient à la télévision à l'époque du professeur Ahmed Harwa. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Sa façon de s'exprimer, donc ses réflexions, les principes qui était sa dynamique. C'était la devise. C'était sa devise, donc on voit, donc, et c'était toute sa vie. Il avait aussi un oncle écrivain, donc c'est Ali Arwar Birhmou, donc il a participé avec Mohamed Abdoun. Là, ils avaient publié un travail sur l'histoire du groupe scout de Blues Dead. Oui. Donc, là, on voit que c'est la famille la plus large. Donc, oui. Bien sûr, il y a le papa qui était... Mais... Une grande famille, les Harwa, donc originaires de Mdoukel. Exactement, de Mdoukel, la région de Betna. Mais je voudrais bien savoir quel a été le rôle de la maman, parce que j'imagine qu'il y a aussi... Grande place, la maman. Exactement. Qui nous regarde probablement ce matin. On lui dit aussi toutes nos condoléances à toute la famille aussi. Elle qui était très proche aussi donc de Ahmed Harwa déjà, qui l'accompagnait. Sa fille me disait qu'elle était tout le temps à ses côtés quand il y avait des conférences, des déplacements. Elle l'accompagnait. Donc c'était ce cocon familial qui a nourri toute la famille. En fait, dans l'éducation, dans la transmission donc du savoir et des sciences, j'imagine. Parce que je dis ça parce qu'on a parlé d'Ahmed Talib Ibrahimi qui vient aussi de nous quitter. Dans ses mémoires, il parle aussi du rôle important. Parce que nous, de l'extérieur, on a l'impression que c'est juste les papas qui sont connus parce que c'est des personnalités publiques. Toute la famille qui est. Mais d'après Ahmed Talib Ibrahimi, c'est plus la maman que le papa parce que le papa, il le voyait donc rarement. Et j'imagine la même chose avec toutes ses responsabilités. Les responsabilités du professeur Ahmed Harwa, donc il avait, c'est plutôt la maman qui a dû jouer un rôle. Et elle a vu bien sûr le fruit de son travail. Voilà, Inch'Allah. Et c'est vrai qu'à travers ces rencontres, le papa qui était connu, qui a fait des travaux, qui recevait beaucoup de monde à la maison, et tout cela a influencé, j'imagine, la formation donc, des enfants. Donc ils sont tout le temps en questionnement, ils sont tout le temps donc, devant de nouvelles choses, devant de nouvelles idées, ils sont confrontés. Et ça, c'est l'éducation donc il faut donner à ces enfants. Et aussi, ils ont des modèles. Donc, en grandissant, ils ont à chaque fois un nouveau modèle, une personnalité qui est là devant eux. En chair et en os, pas une personnalité qu'ils lisent dans les livres, mais c'est plutôt quelqu'un. Et on voit à la fin comment il est resté fidèle, c'est Mahmoud, à professeur Saïd Chiban jusqu'à la fin. Donc, Saïd Chiban qui nous a quittés, ça fait 2 ans, je pense. Qu'on aimait beaucoup recevoir sur notre plateau. Mais vraiment, on sent vraiment. C'est Mahmoud, c'est le dernier des grands sages qu'on a connus. Il était jeune pourtant, il avait cette sagesse et on ne le savait pas. Il était passionné donc de la culture en général, des arts en général et du cinéma. Il écrivait, il aimait écrire donc pour des scénarios. Il avait fait même quelques tentatives, donc me dit-on. Peut-être qu'on explorera un peu plus la prochaine fois ce côté qu'il avait pour le cinéma et l'écriture cinématographique. Et on dit, j'avais vu une fois, il y avait eu un travail sur des enfants un peu défavorisés qui ont été pris en charge et qui ont été confrontés aux belles lettres et aux arts, etc. Donc, dès leur jeune âge, 70% de ces enfants ont terminé par faire médecine. D'accord. Donc, il y a un lien très fort entre l'esthétique et la médecine. Donc, c'est des travaux, donc, bien sûr, qui se font ailleurs. Donc, c'est des travaux de sociologues qui ont été faits. Donc, ils ont pris des enfants, et on voit donc le résultat. Exactement. Alors, on est en train de passer de Mahmoud à Ahmed. C'est indissociable de toute façon. Tous deux ont fait des travaux extraordinaires pour l'Algérie, pour la médecine, pour la science, pour l'islam, pour la recherche. Mahmoud Djennes était venu aussi sur notre plateau. Il lui avait rendu hommage. Non, il a écrit un
livre, mon ami Ahmed Arwa. Il a écrit tout un livre sur son ami. Donc, ils sont du même quartier, ils ont tous les deux travaillé et vécu à Belouizdad. C'est ça, c'est ça. Et donc, professeur Jeunesse. Donc, il l'a connu, oui, il l'a connu. Il parle de. C'est un travail très important, c'est un témoignage. À la fin, donc, il s'est exprimé, il a rédigé ce livre qui est très important aussi. Tous deux médecins. Exactement. C'est une classe très particulière, Rabbi yarham. Exactement. Et bien entendu, il était toujours là à donner des compliments, des conseils, surtout aux jeunes auteurs. Hein. Quand tu le rencontrais lors des séances dédicaces, il y avait donc des personnes qui venaient vers lui. Il encourageait toujours la jeune plume. Exactement. Enfin, ils ont assumé le rôle du début à la fin, le rôle avec S en pluriel. Donc, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à une question, donc ils l'affrontaient. C'était le mouvement national, c'était la guerre de la Révolution, ils ont fait les bons choix. C'était la construction de l'État algérien détruit par le colonialisme français, donc ils devaient le reconstruire. Ils l'ont fait. Tout à fait. Le père déjà a été emprisonné. Exactement. Il avait donc écrit ses premiers poèmes en prison. En prison, exactement. Et puis à la fin, donc, pour ceux, les Tolar Bi'amram, donc c'était le témoignage, c'était le passer le flambeau. Ils l'ont fait. L'engagement, le patriotisme. À la fin, jusqu'à la fin. Donc ils l'ont fait jusqu'à la fin. Donc, service rendu à travers donc, leur engagement pour la médecine, pour les patients. Il a repris le cabinet de son père et c'est dur. À son décès. Et c'est dur. Donc j'imagine que vivre dans les parages d'une personnalité telle que professeur Ahmed Arwa n'est pas facile. Donc il a choisi la médecine, donc c'est pas aussi facile parce que tout le monde, Mahmoud, oui, c'est connu, une personnalité. Non, c'est Mahmoud Arwa, mais que vous vient Ahmed Arwa? C'est mon père. Ah oui, je l'ai connu. Donc tout de suite, donc les feux vont s'orienter sur le prophète. C'est pas facile. Être dans l'ombre de son père. Exactement. Mais trouver sa voie. Donc, il a trouvé sa voie. Il a trouvé sa voie, donc il s'est engagé. Il a fait aussi l'une de ses publications. Il a publié le recueil des poèmes de son père aussi. Donc il est resté fidèle et loyal à son père, à la mémoire de son père. Il a travaillé tout en assumant. Et ça, c'est un travail qui n'est pas facile à faire. Exactement. Donc on a vu des gens se révolter. Il y a des gens, vous parlez du père, ils disent lui c'est lui, moi c'est moi. Donc moi j'en ai connu des gens. Mais si Mahmoud, non, donc c'était pas du tout dans ce. Et il a choisi, il a vu qu'il était plus vers la littérature. Il s'est orienté tout à fait naturellement, etc. C'est vrai. Et c'est tout à son honneur et à l'honneur de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire plus que ça? On a eu l'occasion de le recevoir dans Bonjour d'Algérie, dans Brise d'été. À chaque fois qu'il y avait un nouveau roman, il refusait jamais. Au contraire, bien au contraire, il venait avec simplicité. Exactement. Je m'excuse un peu aussi. On parle un peu plus. On parle aussi du père parce qu'on a plus de recul avec les travaux du père et on est un peu choqué, traumatisé par la perte de. C'est assez récent. Inch'Allah, avec un peu plus de recul, on pourra revenir avec une tête plus froide, les idées plus claires pour parler de façon plus apaisée sur le travail et l'œuvre de docteur. Et cette bibliothèque, cette belle bibliothèque qu'ils ont au niveau donc de la famille. Oui, c'est le cumul. J'imagine, c'est un trésor pour les chercheurs, tout comme toi, pour toutes les personnes qui s'intéressent à la science en général. C'est le legs des savants et des scientifiques, c'est ce qu'ils laissent. Ils ne vont pas laisser richesse, ils ne vont pas laisser des trésors, ils vont laisser des livres, c'est tout à fait normal. Et je suis certain que dans la famille, il y a des gens qui vont suivre, donc dans 2, 3, 4 ans. Il y a déjà les petits-enfants, les petits-enfants qui sont passionnés, qui continuent. Me dit-on que justement, il y a une de ses nièces qui était très proche de lui, qui faisait toujours la première lecture donc, du manuscrit avant la publication. Pratiquement, en tout cas, on les salue. Peut-être que on les encourage aussi sera là pour la reprise. La reprise et la continuité. J'avais vu Sekdour Mohamed Saji Arbet Walfi Amro quand son petit-fils avait publié son premier roman.
Donc la joie de Cheikh Ndour, il fallait voir, il était très très content. Oui. Il était très content, il était joyeux de voir que de sa famille, donc il y a quelqu'un qui va reprendre, qui a repris, et c'est un bon travail qu'il avait fait. Donc, et là, j'imagine que les rois vont pas s'arrêter là. Donc c'est sûr. l'aventure vient de commencer. Oui. En tout cas, on dit surtout à la maman, à tout le monde, donc Rabbi يصبرهم ربي يبدل المحبة بالصبر إن شاء الله وربي يطول عمرهم في الخير ويعيشوا ويرحموا إن شاء الله على بروفيسور أحمد وعلى سي محمود. Merci beaucoup Ahmed pour ce bel hommage donc rendu aujourd'hui à donc ce travail donc et de cette famille qui est donc Ahmed et Mahmoud Arwa. Merci beaucoup et à samedi prochain. Inch'Allah. Voilà. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Samia Bouharou qui nous emmène à une belle découverte, une belle exposition, les expositions programmées au musée donc de civilisation islamique. Je vous invite à suivre. On se retrouve juste après. Le musée de Jama' al-Jazaïr ouvrira ses portes aux visiteurs pendant le mois sacré du Ramadan à travers l'exposition des œuvres de grands maîtres et artisans en céramique, miniature, calligraphie, photographie, sculpture et autres. À savoir les œuvres de Samir Jama', Hedawi, Adjaoud, Kour et d'autres noms qui ont laissé leur empreinte. Donc, ces expositions rentrent dans le cadre des activités du musée de la civilisation islamique en Algérie, qui se situe dans le minaret, et c'est un musée qui s'inscrit en hauteur sur 15 étages. Donc c'est quelque chose d'unique par rapport au musée qu'on a au niveau national, même international. Je ne pense pas qu'il y ait un musée qui s'inscrit dans cette hauteur. Donc ce programme, il est riche, varié. Et bon, durant le mois de Ramadan, Inch'Allah, à partir de la première semaine, nous allons ouvrir juste après Salat al-Isha, entre Salat al-Isha et Tarawih, jusqu'à 11h, 11h30. Évidemment, il faut qu'ils s'inscrivent sur une plateforme, qu'ils les réservent. Et ensuite, on va les accueillir de l'entrée jusqu'à la fin des expositions. Les expositions préparées spécialement pour Ramadan sont réparties sur 7 étages. Les groupes de visiteurs seront accompagnés de guides pour une meilleure organisation, l'occasion de permettre au public de tout voir. On va retracer finalement l'histoire par des objets qu'on peut acquérir et aussi par un travail. Bien sûr, on va travailler beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur les modes d'exposition, les modes qu'on retrouve dans les musées modernes, c'est-à-dire vous avez le mapping, vous avez les chambres immersives, vous avez le 3D, vous avez etc. Donc, toutes ces techniques seront mises à l'œuvre dans ces salles ici. Des représentations techniques de haute gamme seront au rendez-vous pour faire revivre l'art et le patrimoine islamique à travers des hommages à de grands maîtres, à l'exemple de Boujma al-Amli et Mohamed Ben Saïd Chérifi. Voilà, de très belles expositions qui sont programmées au niveau donc de la mosquée d'Alger. En tout cas, on a pu recevoir et parler avec Samir Jama pour son exposition photo et avec les céramistes, l'association Ayadi qui a exposé aussi au niveau de la mosquée. Et notre invité ici même va nous parler donc de sa passion qui est donc guide touristique. Lui aussi emmène ses visiteurs au niveau de la mosquée découvrir cette belle architecture. Monsieur Selim Sabour, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Là, je salue tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de Canal Algérie et Bonjour Algérie, l'émission. Marhaba bik, on a toujours plaisir à vous recevoir. Vous qui êtes passionné donc, de votre métier, vous le faites avec vraiment amour et passion. Vous êtes là pour nous parler donc, de cette journée. On va en parler bien avant, c'est le 21, c'est la journée mondiale des guides touristiques. Oui, c'est la journée internationale des guides touristiques à travers le monde. Oui. Et c'est une date, je ne vais pas dire méconnue, mais elle passe presque inaperçue. Il y a toujours un événement, ou bien le 24 février, les hydrocarbures et tout. Oui. Et on est... Entre les deux. Oui, entre les deux. Cette année, on voulait prendre un petit peu les devants, de la fêter une semaine à l'avance, comme ça permettre au grand public de connaître quel est le rôle du guide, ce que c'est un guide. Le guide, ça ne s'invente pas une semaine ou 15 jours. Pour vendre l'image donc, du pays aujourd'hui, vous avez de la concurrence sur les réseaux sociaux, vous avez ces influenceurs
qui sont là, qui voyagent, qui envoient de très belles images donc d'un pays et qui font un petit peu, qui vous emboîtent le pas. À vrai dire, non, c'est une complémentarité. C'est ça. Mais la complémentarité, ça reste dans le domaine de valoriser la destination. C'est l'histoire, oui, c'est beaucoup plus, c'est des détails beaucoup plus. C'est beaucoup plus ça. Ce qui nous un petit peu pas nous chagrine, c'est pas à moi de donner mon point de vue concernant ça. C'est un petit peu quand on entend parler de guides. Bon, tout à l'heure vous avez si bien cité guide parce qu'il y a plusieurs guides. Moi, je suis guide de musées et sites historiques et archéologiques agréé. Depuis 2000, ça on peut dire. Ça fait 26 ans. Je suis à ma 26e année d'exercice. Mais auparavant, j'étais au Bardo. C'est-à-dire que j'étais prédisposé à faire ce métier que j'adore beaucoup. Parce qu'en premier, le guide, c'est quoi? C'est un animateur, un pédagogue et un éducateur. C'est ça. C'est-à-dire quand on transmet quelque chose, on est sûr de ce qu'on est en train de dire. C'est important. C'est pas ce qui se fait maintenant et j'entends sur les réseaux former un guide en 15 jours. Ouais. Moi, nous, dans le cursus, parce qu'il y a beaucoup qui ignorent que dans notre formation, on a eu, j'allais dire, un chapitre ou un module premier secours. D'accord. Oui, parce que quand on est en plein désert ou un petit peu dans un endroit où on a parmi nous dans le groupe quelqu'un qui a un malaise, je vais pas jouer au médecin, je suis pas médecin, mais j'essaie déjà de promulguer les premiers soins, de le mettre à l'aise et tout. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ignorent, sans compter tout ce qui est histoire de l'art, histoire de civilisation, les techniques de visite, les techniques d'accueil, l'hygiène corporelle, beaucoup de ça. Oui. Et ça s'apprend pas en 15 ou 20 jours. C'est au minimum le cycle court. C'est 30 mois et le cycle long, c'est 4 ans. Et puis, on n'est pas guide qui veut, mais parce qu'il faut savoir transmettre, il faut savoir mâcher l'information, donner l'information exacte, tout en essayant donc de faire rentrer l'information, surtout qu'on la garde. Voilà, oui, c'est vrai, parce que la formation en elle-même, il faut savoir la transmettre déjà. C'est pour ça qu'on peut dire les techniques, comment on transmet. Si on a devant nous, vous savez que aussi on évolue par rapport à l'auditoire. Quel auditoire on a en face de nous? Est-ce que c'est des seniors, des jeunes? Est-ce que des professionnels? Est-ce que c'est monsieur tout le monde et tout? Et savoir quel est le langage approprié pour leur transmettre avec des... Et humaniser le discours. Il ne faut pas que ça soit un cours. Voilà. Et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Et puis, il faudra savoir répondre aux questions. Mais énormément, bien sûr. C'est un petit peu c'est pour ça que je dis que guide, au départ, c'est un ambassadeur. Ça représente quelque part son pays, bien sûr, entre parenthèses. Ce n'est pas dans notre domaine, mais notre domaine à nous, promouvoir j'allais dire la destination Algérie, faire la promotion de ses potentialités et aussi, comme j'ai toujours pris cet exemple, quand je dis au public, oui, mais je leur dis, écoutez, un guide, c'est simple, quand vous conduisez une voiture, il vous faut un permis. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas, vous êtes en infraction, on vous arrête. La même chose pour le guide. S'il n'a pas sa carte professionnelle, c'est quelque part, il est en infraction. Et le public, malheureusement, la plupart ne connaissent pas leurs droits, ou ils ignorent, ou ça fait un petit peu, pas un détail pas à négliger. On ne demande pas les papiers à ces guides. Exactement. Alors que je ne mets pas en doute leur savoir. Voilà, aussi. il faut être aussi polyglotte, il faut savoir parler à différentes nationalités qui viennent visiter notre pays, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a déjà les langues. Il y a au premier abord, les langues, ça reste aussi facultatif par rapport à la destination, c'est-à-dire le côté archéologique, anthropologique, culture générale, parce qu'il y a la culture générale qui rentre. Comme je dis, si on est avec un groupe pendant 5-6 jours, le côté professionnel, c'est-à-dire ce n'est plus le guide et tout, ça donne ce que j'appelle moi le syndrome de Stockholm, on rentre dans quelques intimités. De parler de certaines choses culinaires et tout. On ne va pas leur dire non, vous êtes venus pour l'archéologie seulement, on ne va pas vous parler. C'est-à-dire, il faut s'ouvrir. C'est un tout. Et bien sûr, les langues aident à percer ce mystère et transmettre Et chaque guide a sa propre personnalité. C'est pour ça qu'on choisit un guide par rapport à un autre. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est important. Là, vous étiez où, par exemple? Là, c'est les balcons du Roufi. C'est récente, Je pense que c'était au printemps de 2025. C'est les balcons du Roufi avec un groupe de seniors. D'accord. Qui ont tenu le coup. Malgré que... Il fallait marcher? Oui, la descente, c'est pour descendre au Caléon. C'est vraiment... Ça, c'est notre ami... Bon, là, c'est notre ami Abdelkader Ben Salah que je voulais lui rendre hommage. Oui, lui qui était guide aussi. Il était guide, il est archéologue. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à l'archéologie
en général et sa ville natale en particulier. Cherchel, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à des restaurations de mosaïques dans le début des années 2000. Je l'avais rencontré dans ce contexte-là d'ailleurs. Et il a fait la promotion et de sa ville Cherchel et le patrimoine en général, ça n'a, bon, mais je ne vais pas dire qu'il est parti comme ça subitement. C'est comme par exemple Saoudi il y a 2 ans qui nous a quittés brutalement aussi. Brutalement. Allah yarhamou wa yas'alih wa rabbi ya'til sabr l'a'ila ta'ou. Exactement, Allah yarhamou sabr inchallah. C'est vrai que ce métier est important. Lui qui le faisait, il le faisait avec amour, avec passion. Il a continué à donner tout ce qu'il savait concernant cette région, la région de Cherchel. Vous-même, vous le faites aussi avec passion à travers toutes les régions d'Algérie. C'est important donc de véhiculer donc ce savoir, cette connaissance aussi de la région et comme vous le disiez toujours aussi avec son patrimoine et sa richesse. Oui, le patrimoine, un petit peu de tout ce qu'on appelle dans notre jargon, j'aime pas, il y a le patrimoine matériel et immatériel. Voilà. Tout ce qui est un petit peu les anecdotes, les choses, ce qui s'est passé. Par exemple, si on parle d'un saint patron, on parle un petit peu quel était, j'allais dire, le côté bénéfique de ce saint, pourquoi on veut passer. C'est beaucoup plus immatériel qu'on essaie de trouver et on peut avoir la véracité de nos dires qu'il n'y a que les autochtones. Et il faut savoir leur parler pour en tirer le maximum. Ils vous connaissent maintenant, les autochtones, certains, donc certaines régions, là où vous allez. Oui, parce que la chance qu'on a eue, avant de faire ça, j'ai fait énormément de fouilles archéologiques. Surtout à Ain Boussif, l'homme d'affaires avec le professeur Slimane Hachid, Swidi Jamel, Allah yarhamou, et d'autres, tout ça. Et ça nous permet, on a des équipes pluridisciplinaires. Et parmi eux, on a des anthropologues. Exactement. Des locaux aussi, des personnes qui travaillent sur place. Et ça, c'est important, hein, parce que c'est à eux aussi donc, de promouvoir leur région et surtout de sauvegarder la région à travers l'ensemble de la population. Beaucoup. Par exemple, si je cite le site de Ain Lahnesh, plutôt le site de Ain Boussif du côté de Médéa, dans les années 90, il y a eu tout un enthousiasme de la population, on a créé de la richesse, on a créé d'autres emplois, on a laissé quelqu'un pour surveiller le site, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait la promotion de la région du Titri, de Médéa et tout, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Là où il y a les archéologues, malheureusement, c'est pendant des périodes bien, on est limité dans le temps et dans l'espace, c'est 1 mois, c'est beaucoup plus en été, si on prend par exemple Djmila, avec Ain Lahnesh, un certain Sahnouni. Ain Lahnesh qui a été donc récemment, donc on a découvert donc des formidables défenses archéologiques. Et qui, son proche collaborateur, c'est le directeur du musée des Beaux-Arts, musée du Bardo, Hiresh. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et la passion vient avec un petit peu, c'est-à-dire tous ces archéologues amateurs, ou quand j'allais dire premières et professionnels, cet échange et ces trouvailles, et ça reste toujours quelque chose. Alors tout à l'heure, on a vu donc des photos avec des seniors et les jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'ils s'intéressent réellement à l'archéologie? Ils viennent avec des informations déjà précises, ils connaissent, ils posent des questions? Non, les jeunes s'intéressent aussi. Ils aimeraient bien. Chacun a un but. Chacun veut un petit peu se renseigner ce que c'est pour une idée de la développer par la suite. Chacun est libre de le faire. Mais il y a un intérêt par rapport aux jeunes. Moi, j'ai eu pas mal. En ce moment, je l'ai toujours fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est beaucoup plus les enfants. D'accord. C'est vrai. Depuis les années, depuis j'allais dire, ma mise ou ma retraite du Bardo, j'ai créé ce que j'appelais la valise muséale. Et j'allais dans les écoles, publiques ou privées, pour prêcher la bonne parole, parler du patrimoine et tout. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ces enfants. Par la suite, ils sauront ce que c'est. Ce n'est plus Hajra, mais c'est un outil qui a servi, qui a une valeur. C'est là que vient la préservation. Hein. Les enfants seront très vite, très tôt, sensibles à tout ce qui les entoure. Oui, c'est ça. Mieux protéger leur patrimoine. Après, on a bien sûr les adultes. Il y a beaucoup en ce moment. Il y a là, c'est je pense la citadelle. La citadelle, oui. La citadelle d'Alger. J'ai essayé de trouver des photos, on ne trouve pas le public. Beaucoup de dos.
Ouais. Et on parle d'architecture, on parle de construction, on parle de strates, on parle de préhistoire. Vous savez que... C'est riche et varié. C'est riche parce que le groupe est hétérogène. On peut sortir d'un domaine de l'architecture pour parler des premiers occupants, les bifaces, galets, ainsi de suite, ou autre chose, des ustensiles de cuisine, période ceci, ou bien la période antique était chère à notre ami Allah Abdelkader Ben Salah. Les mosaïques qu'on trouve beaucoup plus à Cherchel, qui était parmi le grenier d'époque romaine à partir du 1er siècle. Alors les régions que vous, donc, vous visitez beaucoup plus, c'est le sud, Alger, où exactement vous allez? C'est très varié? Ça, c'est Oran, un petit bazar, on sait un petit peu, les images passent, il y a Oran et tout et tout. Oui, tout dépend, maintenant les gens choisissent directement. Ou bien, si on prend l'ouest, c'est beaucoup Oran et on rentre sur le sud-ouest, Timimoun, ou bien l'est. Ça peut être d'Alger, Djmila, Constantine, Timgad, il y a un petit peu. Il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire, oui, c'est-à-dire. Et ce qui est que certains ignorent, qu'on anime dans le bus aussi. D'accord. C'est pas qu'en arrivant au site qu'on commence à parler, même au niveau du bus, il y a des échanges, ça parle de région, ça parle de relief, ça parle de strates, ça parle de, j'allais dire... Le patrimoine immatériel. Ça parle de culinaire, ce que c'est, ça parle de la faune et de la flore. Bien sûr. Ouais, si on fait Sharia, on parle du parc qui est classé, tous ceux qui sont... Exactement. Et vous faites des haltes aussi? Ah oui. Carrément. Là, je pense que c'était quand on est parti à Médéa visiter la maison, c'était la maison la résidence le bey de Titri, qui est devenu par la suite Dar Emir Abdelkader. Et j'ai déniché un petit restaurant, pas mal, où on mange qualité et prix. Bon, il faut l'avertir parce que pour ne pas... C'est pas quelqu'un qui va préparer 50 plats à l'avance. On l'appelle, il nous prépare quelque chose, ça leur fait plaisir. Et lui, il se fait un petit nom. Et nous, ça nous permet de déjeuner et manger à l'aise. Voilà. Ça, c'est la Kabylie, c'est en Kabylie. Très bien. Et puis, vous m'aviez dit que pour Ramadan, il y aura aussi un parcours particulier aussi, vendredi déjà? Oui, vendredi. Un ftour. Oui, il y a un ftour vendredi chez notre ami, si je peux citer le nom, est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est notre ami Brahim, il va se reconnaître avec une bonne qa'ada de Ramadan. Oui, de Ramadan, magnifique. On l'a déjà fait l'année passée, c'était un succès énorme. Cette année, on renouvelle, bon, c'est un petit peu rapide, mais tout dépend de la programmation. Après le 21, ça sera une visite du site. Moi, je travaille faire Ramadan, j'adore travailler. Voilà, et pourquoi pas, puisque j'imagine que Ramadan, il y aura beaucoup aussi de personnes qui vont venir passer Ramadan ici en Algérie, de la communauté, ils vont venir passer Ramadan, probablement, ils seront appelés à faire de belles visites, soit avec vous, soit avec d'autres guides. Pourquoi pas? Vous avez cité cette catégorie de nos compatriotes. Je peux vous dire qu'on est en contact. Et il y a un qui va venir le 5, j'allais dire armé bagage avec 85 personnes et tout en plein Ramadan. Et j'étais content de m'avoir, il m'a contacté. Bon, c'est pas comment ça. Tant mieux, parce que ça va faire encore plaisir à nos communauté. amis pour leur dire venez. On s'occupera de vous, le programme que vous voulez, on va vous l'élaborer, il n'y a pas de souci pour concernant tout. On a été ravis, comme à chaque fois, hein, Monsieur Sabour. Partagé. Merci beaucoup pour votre venue et surtout bon courage pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Toujours plaisir à vous recevoir. Le plaisir est partagé, j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de ce bon métier. Voilà, parfait, merci beaucoup. Merci. Bon courage à vous, Sahar Ramadan. À très bientôt. Merci. Je vous invite à suivre tout de suite ce reportage signé Fariel Hamdi qui s'est intéressé à cette belle soirée. Ça s'appelle Zouraïda à la salle Ibn Zaydoun. On se retrouve juste après. À quelques minutes du lever de rideau, l'atmosphère est à la concentration et à l'émotion dans les loges. 3 artistes s'apprêtent à offrir au public un spectacle mêlant musique et conte. Lamia Medini, Abdelwahab Jazouli et Siham Kenouch. Et Zouraïda, bien sûr, c'est un spectacle, donc c'est une romance, c'est une aventure d'un prince qui a perdu son royaume et qui traverse la mer pour chercher une certaine Zouraïda, sa bien-aimée, pour découvrir à la fin qu'en fait, il ne cherchait que sa muse. Voilà, pour se transformer en un véritable artiste. Le spectacle musical Zouraïda, entre Murmure et Mawel. Une soirée qui a réuni des figures emblématiques. 2 chanteurs qui ont revisité des classiques, des chansons anciennes, exécutées avec une finesse vocale et instrumentale. Des titres très connus
ont suscité de l'admiration d'un public chaleureux. On sera 3 sur scène. On va présenter un très beau programme, 3 programmes consécutifs. Dans le premier, on sera à Ishbilia. Et après, on va rentrer sur Alger. Et ça sera comme un petit voyage. Alors d'Alger, après on va vers Tlemcen et ensuite on revient sur Alger. J'ai pas fait beaucoup de duos durant ma carrière et j'ai aujourd'hui le plaisir de partager la scène avec Lamia Madini. On va dire que c'est un trio aujourd'hui vu qu'il y aura aussi la conteuse Siham Knouch avec nous ce soir. Et donc du coup ça va être un spectacle très riche en émotions et surtout en partage parce qu'on va devoir partager une belle histoire. Porté par la magie des mots et de la douceur des mélodies, le public est venu nombreux partager un moment d'émotion et de rêve autour de ce beau spectacle. J'ai été agréablement surprise. C'est ma nièce qui a eu cette magnifique initiative. Donc je suis venue avec mon mari et vraiment je suis enchantée. Il me rappelle beaucoup la voix d'Andrea Bocelli. Mais c'est magnifique ces petites chansons du terroir et tout. Ce fut une très très belle soirée, surtout que nous avons écouté très attentivement la conteuse qui nous a emmenés de Tlemcen à Alger, en Andalousie. Elle nous a raconté donc l'histoire de Zoraïda. À côté de ça, donc, il y avait Lamia Madani avec sa somptueuse voix. Et bien sûr, Jazzouli. Moi, je suis fan de Jazzouli. J'ai beaucoup aimé le concept du narratif. Il y a une personne qui narre une chose pour découvrir à la fin que c'est la chimère, c'est la muse qu'on a tous dans nos têtes. C'est vraiment très bon. J'aime beaucoup ça. Magnifique. Ça a été un rassemblement. Ça a été une grande nostalgie. Ça nous a plu. Ça nous a versé dans une ambiance qu'on avait recherchée pendant longtemps. C'était très, très agréable. C'était un mix entre le conte et l'art, la andalo. D'ailleurs, on souhaite que ce genre de spectacle se répète plus souvent. Sur notre plateau et Amina Ziri déjà apprécié, elle qui est passionnée de Cherbi, apprécier cette belle musique. Bonjour, oui, Amina. Bonjour Amel, elle nous fait rappeler Amimar pour les intimes, un monument de la chanson Cherbi. J'adore Amina qui est passionnée de Cherbi, qui connaît tout. Sur, on essaye, on essaye. Bien sûr, c'est notre quand même devoir. Donc, exactement. Donc, je dis bonjour à tous nos amis téléspectateurs en Algérie et dans le monde entier. Voilà, très ravie de te retrouver, Amel, une nouvelle fois. Bien sûr, dans cet espace destiné ou consacré à la promotion de notre patrimoine culturel algérien. Et on a des ambassadrices de notre patrimoine culturel, deux gardiennes. Il s'agit de Madame qui est avec nous, Madame Warda. Warda, c'est une ancienne amie. Warda, marhaba bik. Donc, Chekhar, vous êtes la présidente
du Comité international des ambassadrices de l'art culinaire. Et vous représentez donc l'Algérie. Marhaba bik. Bonjour Madame Amina, bonjour Madame Amel. Merci beaucoup pour l'invitation. معكم رئيس كونفي de la cuisine internationale, nationale internationale. حكم دولي. مرحبا بك. Merci beaucoup. شرفتينا بحضورك. Bien sûr. Et aussi notre ami Soumia Abbas qui fait partie justement de cette fédération. Qui représente aussi l'art culinaire algérien. مرحبا بك سمية. شرفتينا بحضورك. بك وهلا شرف ليا. Bonjour Madame Amina, bonjour Madame Amel. Merci pour l'invitation. دارك. Merci d'être là avec nous ce matin. Donc Amel, on est quelques jours nous séparent de Shahr Ramadan. Donc, on va parler des traditions, d'une ancienne tradition de l'art culinaire. Et bien sûr, cet espace est consacré ce matin à l'art culinaire algérien. Nous sommes à quelques jours de la célébration de la journée du Shahid, donc la journée du martyr. يوم الشهيد ربي يرحم كامل الشهداء شهداء الواجب الوطني وشهداء الجزائر. Donc c'est un moment de recueillement pour nous tous. C'est un moment pour se rappeler les sacrifices qui ont été bien sûr faits pour que nous puissions vivre dans un pays libre et indépendant. Les hommes et les femmes qui ont donné leur vie pour l'Algérie ont fait preuve d'un courage et d'une détermination exceptionnelle. Ils ont préféré donc mourir plutôt que de vivre sous la domination coloniale et leur sacrifice ne sera jamais oublié. Donc المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ربي يرحمهم. Et ces femmes justement ils ont préparé un grand événement qui vous avez le matbakh tawri. Donc les plats traditionnels, emblématiques qui ont marqué l'Algérie, notamment pendant la période coloniale, la guerre de libération. Et donc ils sont là justement pour parler et pour célébrer cette journée. Ils ont préparé un événement très très important et ils sont là justement pour nous en parler. مرحبا بك. يعيشك ميرسي. هي يعني التظاهرة هذه سميتها المطبخ الثوري، يعني قامت في 15 يوم. على بريباراسيون انتيريسي كانت 7 جور. يعني الحمد لله كانت واقفة عليها سمية عباس، وكان المنظم معنا جعفر الواردلي اللي نحييه، ومحمد قبيلي نقول لهم يعطيكم الصحة. هذه التظاهرة أنا بمناسبة يصادف 18 يوم الشهيد. وثاني 8 فيفري اللي ساقيت سيدي يوسف تونس والجزائر. انا ما نكذبش عليك في العقليه، يعني نحس روحي انا توجور كل ما نخرج انترناسيونال نحس كي نبدل الدرابو تجيني الدمعه. تحسي واحد الشعور لي كولور دو درابو ناسيونال. انا افتخر اني جزائريه صراحه. تجيني ديك الدمعه، يجيني واحد الشعور صدقوني ما نعرفوش داك الشعور. من نحس بواحد الشعور اني كيف الدرابو لازم نمثل الجزائر احسن تمثيل. مي انا قلت علاه لماذا اني نستغل هذه 18 فيفري. سي بور سا باه نديرو هذا الميكرو باسكو يا ان بوتي سوسي بوتيتر افيك لو سون. كنت ندير بزاف التظاهرات. قلت هذه المره اني ندير تظاهره المطبخ الثوري. سي لا بروميير فوا في الجزائر. Un bon titre. Je vois en tout cas que vous avez de très belles médailles. Ça veut dire que c'est un parcours que vous avez. Vous êtes membre du jury, toutes les deux. Oui. Et vous avez donc représenté l'Algérie un peu partout. Oui, exactement. Oui. الحمد لله مثلتها في 22 دولة. C'est pour ça كي فرحانة كي تمثلي الجزائر. بيان سور قلت لك ولي كل الفخر. يعني C'est une fierté même pour nous aussi. وي وي. أنا كنت نفتخر كي نقولوا جزائري أفتخر، يعني كي يقولوا يعني تتشرف وتشخر كنت نفرح. قلت ولما لا اني نستغل يعني من 18 فيفري اني نعمل حاجه مسد يعني التراث تاعنا الجزائري اللي احنا عاشوا اجدادنا. احنا نسمعوا برك قصص يعني قصص مؤلمه جدا. انك تمثلي يعني انا ما نكذبش عليكم هذه تظاهره قاستني هذه المره صراحه، لاني كل طاوله كانت عندها كل وحده عندها قصه. يعني تجيب لك وحده اعلام
ان خوها الشهيد 18 في عمره 18 سنه. هذاك العلم نحط فوقه يعني تشاب الدم تاعو وتغسل ودسوه ليومنا هذا وجابوه لنا يعني، ودار حتى الاطباق اللي كان خوها ياكلهم ومات مولا 18 سنه يعني. وكانت واحد الناس جاونا من الغردايه يعني من كل ربوع الوطن، جاتنا 27 ولايه ويعني كانوا متكررين الولايات. الله يبارك. يبارك فيك. Justement, le plus important dans cet événement, bien sûr, il faut dire que la femme, elle était là pendant la guerre de libération, elle a joué un rôle très très important. Et donc, il y avait les poseuses de bombes, il y avait les femmes infirmières, elles étaient là pour soigner les moudjahidines, il y avait les distributrices des tracts, il y avait aussi cette femme qui était là, qui, son devoir, c'était de prendre en charge et de s'en occuper. En toute simplicité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché ni la gloire, ni la reconnaissance après l'indépendance. Tout à fait, tout à fait. Et elle était là justement pour préparer des petits plats pour ces moudjahidines. Et donc c'était dans des conditions bien sûr lamentables, très difficiles, avec les moyens de bord. Mais elle était là quand même à préparer des repas. D'abord nourrissants, de qualité avec la base de légumes et aussi réconfortants. Donc ces femmes, elles étaient là pour préparer tous ces plats. Et Madame Soumeya et Madame Orda, elles sont là justement pour nous rappeler quelques plats. Par exemple, سميه لي اللي كنا نتكلموا عليه من قبيله نون تيكربابين اي حشيش كويرات qui est un plat aussi très réputé, très connu dans la région de Cherchel. لأنه المطبخ الثوري كان معتمد بزاف على الأعشاب وكانت البساطة فيه يعني كان ولا شيء كانوا بزاف كانوا كي يخرجوا في الجبل ياكلوا الحشيش ومن بعد هذاك الحشيش المرأة المجاهدة والمناضلة كان دخلته لي بلا تراديسيونيل الجيريان دخلته خدمتها لي وبدات تعطيه المجاهد بيستقوى به في النهار يعني يفوت يومين ثلاث ايام. C'est des plats qui se sont transmis de génération en génération. La région de Chinois. Salut Madame Rabia, justement, qui elle venait souvent nous parler de ces Exactement. Moi, je salue de passage Madame Tiziri, qui est à la chaîne 2 aussi, qui est natif de la région et qui fait une grande promotion à ces plats, notamment Hashish Kwirat, qui est un plat très... قولي لنا سمية احكي لنا شويه على لي بلا لي نقدروا نذكروهم. مدام ورده قالت لك جاونا نساء يمثلوا كاع الولايات باسكو الثوره هذه كانت في كل شبر من تراب هذا الوطن العزيز علينا. دونك انت احكي لنا شويه على لي بلا اللي نقدروا نتكلموا عليهم اللي كانوا في الثوره واللي كانوا نساء جوستومون يطيبوهم واللي مازالهم حتى اليوم. بون حنايا كيما دوكا ليفالمون اللي حضرنا فيه كوم حضرت انا فيه بصفتي جوريست كانوا بلا كما نقولوا حنا المراه الثوريه كانت تستوحد لا كويزين من الطبيعه من الطبيعه كانت تعتمد على الطبيعه لانه كما نعرفوا حنايا زمان ما كانوش عندهم ما كانوش يطيبوا باللحم كان لا كويزين تري سامبل. دونك لي بلا كانوا تري سامبل كانوا يعتمدوا على الشعير كما نعرفوا حنايا كويرات تاع الحشيش تكربابين كما تفضلت وقالت مدام شخار ورده كانوا يعني تكربابين كانوا يديروه زمان بالخضر لي ليغوم تانيك تكربابين qui est un plat très connu à Béjaïa les environs Bni Wertilan en Kabylie, donc il est connu. Surtout en hiver. En hiver, il est très très bon aussi, que j'adore, à base de semoule, d'herbes aussi, nana. C'est très parfumé. C'est très bon aussi. C'est aussi iqtisadia, c'est un plat économique qu'on peut préparer avec quelques légumes, avec de la semoule, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. تاني كانوا يديروا كيما كاين اللي هذه يقولوا لها بزاف كاين بعض المناطق يسميوها زراوي كانوا يقولوا له الكسرة بالغرس يعني حاجة بسيطة ولكن عندها قيمة ما عندها قيمه غذائيه فوالا كان دونك هذاك لا بريباراسيون تاعو الكسره سمول نوجدوا بيان سور كسره نوجدوها زيت وملح وسميد نخلطوها بيان سور ونطيبوها ومن بعد نفتوها لكن المراه بكري ما كانتش تريحيها ما كانش عندهم دونك كانوا يفتوها بيديهم فوالا بظفرهم
كانوا يفتوها بيديهم وكانوا يديروا الغرس كان يعني ثاني كمام الغرس كانت تنقيه بيديها الغرس تاع البطانه كما نقولوا حنايا دوكايا دونك راهو بريباري واجد تاع دوكايا مسهلوا كامل الامور عليهم. هذا الطبق كما نقولوا حنايا كامل متكامل. كان كي ياكلوا مجاهد الفيس كونتونتينوا qui est aussi majestueux. C'est un plat الله زيدوا له الجوز وشمل عسل زبده الحره الله exactement sucre glace aussi des amandes concassées exactement تاع الشرق يديروا له هكذا يعني كما نقولوا حنا زادوا طوروا فيه ولكن حنايا شغل انا اليوم حبيت l'authenticité تقعدوا sur لا تراديسيونيل التقليدي تاع الزمان مجاهد واش كان ياكل ما بالغرس قلت لك كانوا يوجدوه بيديهم كان تاع البطانه ولكن كي ياكل هذا المجاهد هذا الطبق كيما هكذا يحكم له كونسيستون توت لا جورني يعني يحكم له الجوع نهار يوم كامل يعني. انتوما كنتوا تاخذوا بعين الاعتبار هذا الجانب باش يبقى هذاك المجاهد اللي ياكلوا يعني فيه فوائد باش ما يجوعش الماكله ما كانش وزمان الشتاء اكزاكتومون يعني حتى كاين برك نقاطعكم في هذا اليزي نقولوا باللي الفطير بالتمر يعني كاين في بعض الولايات ماشي كل الولايات لانه من الولايه لولايه فوت ميكرو يعني من الولايه لولايه راه يختلف الطبق يعني كي نقولوا احنا الطبق هذا الزيراوي ما نداش كامل في الجزائر يعني من ولايه لولايه يختلف الاطباق يعني كنقولوا بجايه نقولوا تي كربابي كنقولوا في الشرق يديروا الزيراوي يعني من المنطقه لمنطقه يختلف كيما احنا مثلا في ولايه عين دفله كانوا فاني يعيشك كانوا يعتمدوا على هذه الاكله فاني بالدقيق ويدوا بالتمرصات يعني فاني كيما التكربابين يدوا فيها تمرصات هذه كانت في منطقه مليانه بزاف يخدموها يعطوها للمجاهدين فاني ياكلوها. وانتم عندكم المغيز يا الحبيبه المغيز جادور المغيز ناس الشلف المغيز الوغ الفطير تاعنا الفطير ولا الرخصاص وما صحيح هو يختلف يعني من ولايه لولايه دائما كي نقولوا احنا شاركنا ربوع الوطن يعني من الولايه لولايه يختلف دوك نقول لك انا التمر يقول لك احنا التمر ما كناش في شلف ما كانش غير في منطقه الصحراء قشليه كان يستصعب على المجاهدين انه تحويل الاكل والماؤونه ويعني بغرض الاستعمار ما كانش حاجه سهله صراحه لي كوموديتي لا راهم justement je voulais juste savoir c'est quoi le but d'organiser un événement pareil est-ce que parce que حبيتوا تكرموا المراه في هذاك الوقت اسكو حبيتوا هاد لي بلا باش يعرفوهم الجيل الجديد ولا سي ça rappelle l'histoire exactement شوفي الحاجه قلت لك اللي نبازي عليها هي الموروث تاعنا لازم ما يفناش هذه الحاجه الوحيده اللي باغيتها لاني في ابحاث راني نخرج راني نشوف مي حنا المطبخ الثوري سي لا بروميير فوا ماذا بينا ولادنا يعرفوه ما حنا سمعنا على اجدادنا انا مثلا الجد تاعي جدي شهيد عمي شهيد جدي مجاهده ما حضرنا لهمش بصح عندنا خاله الاب تاعنا كانوا يحكوا لنا حنا ماذا بينا اننا هذه القصص ما يفناوش يعني تورثوه من الجيل للجيل يعني الولد تاعي انا ماذا بيا الولد تاعي شافوا المطبخ الثوري والاكلات منا حنا خلاص كلينا اللحم كلينا الدجاج كلينا كل شيء مي دائما يبقى الاصاله ونعاودوا نرجع لابسط حاجه اللي الاجداد كانوا عايشين بها اكزاكتومون اي بور دير اوسي باللي هذا الاستقلال ما جاش بالساهل لانه الناس ماتوا الدم سال في هذه البلاد ناس تحرموا من شيء اللي رانا على هذيك اللي اليوم حنا رانا نتنعموا في هذه الخيرات دونك نحافظوا على هذا يعني لا ليبرتي وهذه الحريه كون جي فو مريم خبز فطير خبز فطير هذا فطير باز دو شعير فوالا سا مفي رابلي واحد المنظر ما نقدروش ننساوه هذوك المجاهدين اللي كيجوا للدشور كانوا نساء يستناوهم بالخبز فطير جوستومون وخبزه يقسموها طريفات باش كل واحد يدير دونك سي des images qui vont rester gravées dans il y avait la faim il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens et malgré ça ils partageaient ou ils قسموا tout le monde mangeait justement pour dire la jeunesse اليوم اللي يا جماعه هذا الاستقلال ما طاهو لكم حتى واحد اللي فلان علان ناس كافحت وناس ماتت نضلت وناس يعني ضحاو بنفسهم على جال الحريه ناس با رحنا عاودنا ولينا exactement mais maintenant on va parler un petit peu des préparatifs de Ramadan exactement parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu de tout ce qui se fait dans les familles algériennes en compagnie en présence de l'Harayer qui sont aussi des gardiennes de notre patrimoine culturel il y a une habitude une tradition qui est très connue donc les Algériens achètent de la vaisselle
vaisselle, de la nouvelle vaisselle à la maison. Donc, كل واحد عنده واش يحب يشري. Et on a hérité cette habitude par nos grands-mères, nos mamans. Je me rappelle, moi, j'étais très jeune, on était 4 filles à la maison. Et dans un quartier populaire, dans une famille très, très modeste, avec des moyens très modestes, bien sûr. Et donc, moi, je me rappelle, j'étais jeune, ma maman achetait toujours une nappe pour la table. Alors, هذيك السكرية، هذاك البقيرج تاع التلقام. حاجة جديدة. إيه، حاجة جديدة، تقول لك فال. نستقبلوا رمضان بالفال الزين، بالفال المليح. ومن بعد cette tradition s'est transmise de génération بقات حتى لينا. وصلنا لدوك حنا كبارات ورانا مازلنا نديروا هذه العادة. واش شريتي هذه الخطرة؟ Moi, j'ai acheté un service à café. D'accord. J'ai un petit service à café. Bon, ما نقولكش ما عنديش. Mais je préfère ندير حاجة جديدة. Et que tu as acheté pour Ramadan? Pour l'instant, je n'ai pas encore. Alors, j'aimerais bien des verres. Des verres, oui, pourquoi pas. Des nouveaux verres. Alors, passe-moi le nom. Myriam Akak, elle n'a pas encore acheté elle a l'intention d'acheter un service à café. Voilà, elle hésite entre Bab el Oued. Donc, elle hésite entre Bab el Oued et le Djorf. Moi, je lui propose Bab el Oued. D'accord, on ira ensemble. Alors, Myriam, les Bab el Oued, les prix sont raisonnables. Et puis, باش تشمي ريحة رمضان في باب الواد. ما تقدريش تصومي بلا ما تشمي ريحة رمضان على باب الواد. أمينة، شهادة تاني تشمي فيها بزاف ريحة رمضان. En tout cas, faut être raisonnable. Faut pas faire trop d'excès. Rester, parce que chaque année, c'est vrai, on dépense pour ça, mais il vaut mieux être raisonnable, n'est-ce pas? شوفي احنايا on profite justement pour parler de cette tradition. C'est vrai, on est contre هذاك التبذير. احنا on est contre l'abondance. C'est un événement très important Ramadan pour l'accueillir. الواحد يتفكر بحويجه هكذا قال سي الفال نعلموا ولادنا باللي رمضان نفرحوا به. يعني الشوارع كانت تزين بالاضواء ويعني غير يعني اليوم ماشي كل يوم يعني رمضان يتزين بانواره والاضواء وتسمعي هذيك صوت القران متداول يعني ونعرفوا ولادنا باللي دائما شي حاجه جديده باللي انا فرحاني بهذه المناسبه بتبقى عاده ان شاء الله وما تنقطعش ان شاء الله. On va voir ensemble un reportage justement sur l'achat donc de la vaisselle durant Ramadan. C'est notre journaliste Linda Teboul qui l'a réalisé. On se retrouve juste après. À quelques jours du mois de Ramadan, les magasins d'articles de maison connaissent une forte affluence. Assiettes, verres, plateaux et bols décoratifs attirent les familles venues préparer leur table pour ce mois si particulier. Pour beaucoup, acheter ou renouveler la vaisselle avant Ramadan est devenu une habitude, presque une tradition. La table du ftour occupe une place centrale. C'est autour d'elle que la famille se réunit chaque soir dans une ambiance de partage et de convivialité. Dans les rayons, on retrouve une grande variété de modèles. Certains optent pour des services modernes et simples, tandis que d'autres préfèrent des motifs plus traditionnels. Ces préparatifs montrent que Ramadan ne se limite pas aux jeunes. C'est aussi un temps de rassemblement, de générosité et de respect des traditions, où chaque geste participe à créer une atmosphère chaleureuse au sein du foyer. Voilà, en tout cas, on dit bon Ramadan à tout le monde. Inch'Allah, c'est vrai que c'est important de parler un petit peu de toutes ces choses qui nous rassemblent durant Ramadan, un mois où toutes les familles sont réunies. Exactement, donc c'est le mois bien sûr de solidarité, de partage, de spiritualité. C'est ça أنا نشوف حاجة مليحة pour accueillir Ramadan dans une atmosphère de joie. ونتلاقاو, c'est ça le plus important. C'est cette rencontre entre les familles. Donc c'est important. Je pense que on va se quitter sur cette belle note de Ramadan. Exactement. Amina, donc merci pour nos
nos invités. Vous avez préparé justement un événement pour ce soir. Merci. اليوم إن شاء الله راني دايرة سفرة رمضانية بفندق أريفاج بلو راح يكون تحت إشراف جعفر الوارقلي طباخين تاعنا اللي حاكمين الكاترينغ محمد مقابلي وإن شاء الله تشرفونا اليوم بالحضور تاعكم. On est tous invités. اليوم أول سفرة رمضانية حتكون عندنا إن شاء الله. إن شاء الله. Merci beaucoup à vous également. يعطيك الصحة. Merci Madame Amel. Bon courage. Merci pour l'invitation. C'est gentil. Merci Madame Amina. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, bon courage pour tout ce que vous faites et bravo encore une fois. Amina, صحة رمضان ان شاء الله نصوموا بصحة ولهنا ان شاء الله ولاد بلادنا والأمة الإسلامية كامل ان شاء الله كل عام وحنا بخير ان شاء الله يا رب العالمين. Bien sûr. Voilà, on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Samia Bouharou qui nous fait un gros plan sur le Conservatoire central d'Alger, lieu d'art et de musique. On se retrouve juste après. Mélissa Bedran, 21 ans, titulaire du premier prix dans la discipline piano classique. Aujourd'hui, elle est professeure ici au niveau du Conservatoire central de musique et de déclamation d'Alger, baptisé au nom de la légende du Cherbi Amr Zahi, un endroit qu'elle a fréquenté très jeune. Depuis que j'ai 5 ans et demi, j'ai vécu ici, on peut dire. Oui, ça fait très longtemps. Qu'est-ce que ça représente pour vous le piano? C'est un peu une deuxième vie. Ce n'est plus juste une passion, je ne peux plus passer ma journée sans y jouer, sans avoir des pièces à répéter. C'est un échappatoire. Donc j'aimerais bien, dans le futur, avoir plus d'opportunités pour peut-être, je ne sais pas, égayer les moments des gens. Plusieurs disciplines sont disponibles entre classique et andalou. Ici, on respire l'art et on le déclame dans toutes ses formes. Le cas de Farouk, ce petit garçon qui a choisi cet instrument malgré son jeune âge. La batterie, il y a un instrument هايلة نقدر نلعب بها وتانيت سهلة شوية نلعب بها نولي ندير la batterie. Très bien. Tu peux nous jouer un petit quelque chose? Ok. Bravo. De la batterie à la guitare, ces apprenantes devenues copines se réunissent chaque mardi et samedi pour s'adonner à leur passion, à l'exemple de Mrieme Insaf. Moi, je suis en première année moyenne. J'aime la guitare, j'aime la musique et j'ai commencé à faire de la guitare quand j'avais 11 ans. Et je compte continuer. La guitare, au début, c'était un rêve parce que je ne connaissais pas le conservatoire. Après avoir connu qu'il y avait un conservatoire ici, à Alger, j'ai décidé de m'inscrire. Dans l'avenir, je veux devenir informaticienne et concertiste en même temps. Pourquoi pas, et apprendre aux gens à jouer de la guitare et tout. Je vais vous présenter un petit morceau qui s'appelle Romos. Au niveau de ce conservatoire, l'héritage culturel et artistique algérien est bien conservé. Dans cette classe, des qsaïd issus du patrimoine sont transmises aux jeunes générations. On a commencé à jouer le piano doucement. On a fait des examens. On baigne l'examen. On a atterri au conservatoire d'Alger, municipal d'Alger, où on a passé, on a fait la classe moyenne. D'ailleurs, moi je suis passée chez les grands maîtres de la chanson andalouse, c'est chez Abdelkarim Dali, Allah yarhamou, ou Abdelrazak Fkharji.
La classe, elle était à côté, quand j'avais 15 ans, 16 ans. Ça me touche parce que ils ont eu la chance باش يقرا معاهم les vrais professeurs وناس الزمان وكامل. دونك حبيت شي لو كان يولي الزمان و جو بريفير نزاد قبل ونتعلم عندهم خير سي ميو. مام لا بروف ثاني تاعنا مدام حميده تمدنا غير الحاجه القديمه وكامل. الموسيقى الأندلسية عندها قيمة كبيرة أكيد. تربي الانسان، تردك ظريف، تعلمك بزاف عفايس. مام في القول تاع الاندلس كي تقراو زعما القول تاع اغنيه موسيقيه راح كاين بزاف شغل حكم وفوائد نستفادوا منها. On veut préserver ce patrimoine algérien تاعنا تاع جدودنا تاع nos maîtres. Inch'Allah, il y aura la relève parce que les jeunes de maintenant, ils sont motivés, ils veulent apprendre la musique andalouse. Avant, شوية كانت مع هذيك la décennie noire, شوية جبدوا كامل حبسوا. ومن بعد دوك لا عاودوا رجعوا le retour, vraiment ça fait plaisir. Ce lieu d'apprentissage de musique dans toutes ses dimensions a fait sortir des générations d'artistes, choristes, concertistes qui ont brillé à l'international. Alors, on leur souhaite bonne chance à tous ces musiciens en herbe. En tout cas, on en a un sur notre plateau qui a fait ses classes à 10 ans déjà. Il a commencé la musique. Shakir Bourahla, bonjour. Bonjour Emel, merci beaucoup pour l'invitation et ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. On est très heureux donc de vous recevoir. L'évolution a très bien fonctionné pour vous. Toute la famille qui est donc férue de musique, de danse, donc de spectacle. Il y a eu un très beau spectacle au TNA cette semaine. C'était donc jeudi dernier. C'était jeudi dernier au Théâtre National Mehdi Mbachtarzi. On a eu la chance de réaliser la plus grande comédie musicale de jeunes en Algérie qui était sous le nom de Khatem Zer. Khatem Zer, tout à fait. On a l'habitude de les recevoir, ces jeunes, donc de l'association Ahl El Fun, avec votre maman aussi qui travaille, qui n'arrête pas, qui travaille, qui fait beaucoup de choses pour le spectacle, pour aussi l'enseignement donc des jeunes. Vous et votre frère aussi dans l'association. Effectivement, mon frère qui est professeur de musique et moi aussi j'essaye de... Ouais. En vrai, notre objectif a toujours été de promouvoir la jeunesse algérienne sur scène. Et nous, notre objectif de l'association, c'est l'art de la scène et de mettre ces enfants, leur apprendre comment être sur scène et comment affronter la scène. Et c'est important, on le voyait dans le reportage. Dans le reportage, ça forge donc, énormément. La personnalité donc, du danseur, de l'artiste, du musicien, etc. Vous, on vous a suivi déjà depuis très très jeune. Nour Houda, vous avez consacré un reportage en tant que danseur, n'est-ce pas, déjà à l'époque. Et ça a bien évolué pour vous, j'imagine, actuellement. Alhamdoulilah, ça a magnifiquement bien évolué de mon côté. Vous avez fait vos études à l'étranger, vous êtes parti aux États-Unis faire un cursus. Un cursus. Et c'était avant tout un rêve de l'art du spectacle. Exactement. En vrai, j'avais ce rêve depuis très très jeune, même dans le reportage avec Nour Houda qu'on embrasse au passage. J'ai dit toujours oui, j'ai toujours voulu sortir et pour apprendre. Et j'ai eu la chance de faire ça aux États-Unis, à New York. Vous êtes revenu avec justement un diplôme, plein d'idées. Et la concrétisation, vous avez déjà commencé avec cette belle soirée, spectacle, donc Khatem Zer. Vous avez joué l'Ashiq. L'Ashiq, exactement. Ouais. L'Ashiq, c'était en vrai une histoire imaginaire de quelques personnes qui vivaient à l'Andalousie. Et en vrai, l'objectif derrière ce spectacle, l'idée derrière ce spectacle était de représenter toute l'Algérie. Toute l'Algérie et sa splendeur et sa culture et sa diversité. Et c'était ça ainsi l'objectif de cet événement et de ce spectacle. Voilà, ça a été facile parce que c'est un travail commun avec plusieurs métiers d'art, n'est-ce pas? Puisqu'il y a la chorégraphie, la mise en scène, la musique, la peinture, tout ça, la peinture, la scénographie, tout ça, ce sont des métiers qui se relient tous. Comme ils sont. Exactement, pour être honnête, ça n'a pas été aussi facile que ça. C'était complémentaire, mais ça a été très très difficile. C'était vraiment un travail très très dur pour des jeunes Algériens, on va dire ça. Et au passage, je suis là aussi pour remercier toute personne qui a contribué de près ou de loin dans cette magnifique réussite. Un beau tableau, ce qu'on appelle un tableau donc, artistique avec ces jeunes, on les connaît, l'association Ahl El Fun, nous ont toujours accompagnés dans de grands événements ici à Canal Algérie et puis bien entendu ce sont des jeunes très doués qui travaillent énormément aussi. Il y a énormément de travail derrière, comme je dis à chaque fois, les gens regardent le résultat et alhamdoulilah le résultat est plus là qui était sur scène,
C'est moi qui ai été sur scène en rouge. Là, je suis en rouge sur scène avec tous les comédiens, avec pas mal de nouvelles personnes et de nouvelles têtes de la scène algérienne. Moi, on a fait le cast selon vraiment les compétences des personnes. Il y avait vraiment qui étaient nos amis, nos voisins, etc. Et j'ai commencé personnellement à les former et à vraiment leur donner le savoir. Ça a pris combien de temps justement de la préparation? Toute la préparation, alors, parce qu'on l'a déjà fait en mars, mais cette fois-ci c'était en plus grand, du coup je dirais la préparation c'était en 2 mois. D'accord. C'est en 2 mois. On a pris 60 jours de préparation. Répétition, décor, tout ce qu'il y a, répétition et tout ce qu'il y a avec. Répétition, décor, technique, etc. Tous les détails ont été fixés. Exactement aussi. Surtout. La chorégraphie a été faite par Camélia Okid. D'accord. J'ai pas pris le relais de la chorégraphie, par manque de temps. D'accord. Du coup, j'ai laissé Camélia Okid qui a magnifiquement bien représenté les régions algériennes que je remercie. Ouais, c'est bien parce que vous faites appel justement à différents métiers qui chacun a sa spécialisation, bien entendu, pour faire rayonner le meilleur. Hein. Exactement. Et il y avait plus de 100 jeunes Algériens qui étaient investis dans ce projet qui est caritatif. Caritatif. Il faut le rappeler, tout à fait. Il faut le rappeler qu'on a décidé, tout le monde a décidé, les comédiens et l'équipe technique ont tous décidé de remettre toutes les recettes aux malades cancéreux de l'association Al-Fajr. Voilà. Du coup, c'est à souligner. D'ailleurs, votre maman était venue l'annoncer sur notre plateau et c'était pour une bonne cause. Une cause aussi qui va rendre le sourire à certaines personnes, certains malades. En tout cas, vous avez l'habitude donc de faire ce genre d'action à travers votre parcours, votre association. J'imagine que pour Ramadan aussi, il va y avoir un programme peut-être? Exactement, pour Ramadan, il y aura énormément de programmes, pas aussi riches que les années précédentes malheureusement, on va dire avec le mauvais temps, avec les compositions. Exactement, avec l'emploi du temps des jeunes, parce que pour la plupart, ils sont soit en classe d'examen, soit des petites classes. Du coup, on va refaire en exclusivité, j'annonce en exclusivité, on va refaire Khatem Edzé, Inch'Allah, le 12 mars au Ténadash, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul rendez-vous que je vais vous donner, mais il y aura aussi Ibn Zaydoun et il y aura aussi pas mal d'autres dates qui seront annoncées, Inch'Allah, sur la page de Ahl Fan. Très bien. Mais sinon, en tant que chorégraphe, vous avez plein d'idées dans la tête, j'imagine? Actuellement, j'ai plein d'idées. Ouais. Et, la concrétisation, ça va venir? Ça va venir avec le temps, la concrétisation. Et c'est aussi la beauté de la jeunesse algérienne, c'est ça. C'est aussi une preuve que la jeunesse algérienne peut faire de grandes choses. Et il faut jamais se limiter à un rêve. C'est vrai, il faut croire en ses rêves, mais il faut aussi les réaliser. Voilà. Alors, par exemple, aujourd'hui, quel est le mouvement artistique de la danse? Dans quoi il se place? Où est-ce qu'il se place? Spécialement la danse. Alors, la danse, pour être honnête, ça reste un peu compliqué en Algérie, mais on espère que ça va évoluer avec le temps. Ça reste compliqué, après il y a des détails qui vont avec. Mais dans le monde aujourd'hui, la danse? Dans le monde aujourd'hui, il y a pas mal de changements, il y a une certaine révolution, c'est ce que je vois aussi à New York. Et je continue aussi à travailler en tant que jeune chorégraphe, en tant que metteur en scène, en tant que beaucoup d'autres métiers qui ont un rapport avec la danse. Alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de travailler à l'international. Et en vrai, il y a une révolution, il y a un changement d'idées. Et l'Algérie, il faut avoir cette mise à jour, cette certaine mise à jour. Il ne faut pas rester collé sur des idées qu'on a eues. Il faut vraiment avoir cette évolution, qu'elle soit schématique, que ce soit d'autres révolutions qui sont algériennes. C'est un petit peu ouvert, puisqu'il y a donc les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se font avec des compagnies étrangères aussi. Il y a de belles compagnies algériennes aussi de danse, on l'a vu. Dernièrement, il y a eu ce festival de danse contemporaine. On a vu des danseurs formidables qui ont évolué sur scène. Moi-même, je les ai vus au TNA, c'était formidable. Donc, on aspire à plus de spectacles, j'espère. On espère réellement d'avoir plus de spectacles et plus d'opportunités pour les jeunes de pouvoir s'exprimer, de se promouvoir sur scène. On espère aussi au public algérien de comprendre et aussi de venir encourager, voir ce genre d'art, parce que ça reste compliqué d'attirer un public en faisant que de la danse, ça reste compliqué. Et du coup, on espère pourquoi pas d'avoir cette opportunité, que ce soit pour les jeunes, pour le public, de découvrir cet art. C'est vrai, parce que c'est une expression corporelle et chaque pays, chaque compagnie a sa propre identité. On ne comprend pas forcément tout le temps les spectacles ou les chorégraphies, bien sûr, mais en tout cas, c'est une ouverture. C'est bien d'être ouvert sur le monde.
Exactement. Tout à fait. Un dernier mot peut-être Un dernier mot, je vous remercie énormément pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Canal Algérie. Merci beaucoup, Amel. Ça m'a fait réellement plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est gentil. Et on espère vous voir dans d'autres occasions. Vous pouvez suivre la page de l'association Ahl Fun. C'est sur Facebook, Association culturelle Ahl Fun, ou sur Instagram, Ahl Fun. Du coup, comme ça, vous pouvez suivre toutes nos actualités. Et aussi, on se retrouve, Inch'Allah, le 12 mars. Au Théâtre National Mehdi Mechtarzi pour Khatem Zahir. Inch'Allah. En tout cas, on a été ravis donc de vous recevoir. Chaki, je rappelle que vous avez commencé la musique et l'art très très jeune au sein de votre famille, qui sont tous musiciens, artistes. Exactement. Votre frère également, qui enseigne aussi la musique. Votre maman qui tient la baguette à travers, bien sûr, son enseignement et l'association Ahl El Fun. En tout cas, bonne chance. Sahar Mdankom. Sahar Mdankom aussi. À très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce programme en notre compagnie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Sahar Mdankom. On se verra déjà dès demain, bien sûr, avec toute l'équipe du dimanche. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à l'équipe. Au revoir.